الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واحفظنا بجلال قدرك فأنت خير حافظة وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء واصرفه عنا. Nous remercions Dieu de nous avoir réunis en bonne et parfaite santé suite à cette pandémie que malheureusement nous continuons à vivre. Pour assister la soutenance de Mademoiselle Hamidane Wafa, pour assister la soutenance de doctorat du 3e cycle de Mademoiselle Hamidane Wafa, la thèse est intitulée Investigation de la demi-métallicité dans les composés CaMyx-MXES avec M, vanadium et chrome. Cette thèse est dirigée par le professeur Medour Atmen, doyen de la faculté MISM de l'université 8 mai 45 de Guelma, devant le jury composé des examinateurs Dr Yahi Hakima de l'université de Guelma et professeur Maraji de l'université de Annaba et présidé par moi-même, professeur Shtaib Sabah, directrice du laboratoire de physique des matériaux. Alors, sans trop tarder, Mademoiselle Hamidane Wafa, vous avez entre 30 et 5 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail de thèse. Fadli. Merci, madame. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashrafil khalqi wal mursalin. Madame la Présidente, honorable membre du jury, chers invités, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir honoré par votre présence aujourd'hui et d'avoir accepté de juger mon humble de travail de recherche. Mon travail de thèse sont résumés sur l'intitulé suivant, investigation de la demi-métallicité dans les composés calcium sulfite dopés au chrome et au vanadium. Le travail a été réalisé sur le direction de M. Ahmed Medour, professeur à l'Université de Guelma. Je commence ma présentation par une introduction. Ensuite, je présenterai la méthode et le code utilisés dans le cadre de mon travail de recherche. Ensuite, je présenterai les principes parties ainsi que les résultats obtenus à chaque partie. Et en dernier, je donnerai une conclusion ainsi que les perspectives. Comme il est connu, l'électron a une charge Q et spin avec deux orientations, spin up et spin down. L'électronique classique utilise uniquement la charge et les dispositifs qui sont associés, grandes et très lents, avec des fonctionnalités et capacités limitées. Tandis que l'électronique moderne, appelée aussi la spintronique, elle exploite non seulement la charge mais aussi les spintroniques et dans telles conditions, les dispositifs électroniques deviennent miniaturisés et très rapides avec des fonctionnalités et capacités performantes et bien améliorées. Donc le principe de la spintronique en général est d'utiliser d'un courant polarisé en spin. Et pour trouver un courant polarisé en spin, il suffit de placer sur le trajet des électrons d'un matériau ferromagnétique pour arrêter d'une certaine orientation de spin. Comme nous voyons, seuls les électrons qui ont des spins up passent. Donc, la polarisation en spin dépend d'un matériau ferromagnétique utilisé, défini par cette relation où n up et n down des valeurs de densité d'état au niveau de Fermi des électrons des spin up et des spin down. Pour obtenir une polarisation en spin égale à 100%, il faut utiliser un demi-métal, puisqu'on montre la figure, c'est qu'entre le demi-métal doit être un conducteur pour une direction, ou semi-conducteur pour d'autres directions, c'est pour ça qu'il peut filtrer les électrons, et comme ça on trouvait une polarisation égale à 100%. Parmi les matériaux qui représentent la demi-métallicité, on trouve les dioxydes, les perovskites, les alliages Fölösler, les semi-conducteurs magnétiques dilués, dits DMS, et les alliages de Miesler. Parmi les matériaux qui font l'objet de notre travail sont les semi-conducteurs magnétiques dilués. Les semi-conducteurs magnétiques dilués sont des semi-conducteurs traditionnels comme le silicium, les germanium, les matériaux du type 2,6, les matériaux du type 3,5, ou un élément de semi-conducteur est remplacé par un élément qui possède un moment magnétique, par exemple comme le fer. À ce stade, j'aimerais vous parler sur la méthode et le code utilisé dans le cadre de mon travail de recherche. Il est clair pour étudier théoriquement les propriétés solides d'un matériau, il faut résoudre l'équation de Schrödinger, connue H psi égale E psi, où le H c'est le Hamiltonien, c'est les fonctions d'onde, E c'est l'énergie totale d'un système et le psi c'est les fonctions d'onde. Donc le Hamiltonien d'un système contient plusieurs des approximations
compte, il y a des énergies cinétiques des électrons et des énergies cinétiques des noyaux, des énergies potentielles répulsives des électrons et répulsives des noyaux et attractives entre les électrons et les noyaux. Donc, la résolution de l'équation de Schrödinger est impossible à cause de problèmes à plusieurs corps. À cause de cette difficulté, plusieurs des méthodes ont été développées et mises en point. Donc, la plus puissante est la théorie de la fonctionnelle de la DFT qui repose sur deux théorèmes de Hornberg et Korn et l'équation de Korn-Champ. Donc, la première théorème dit que l'énergie totale d'un système de l'état fondamental est une fonctionnelle unique de la densité de charge. Tandis que la valeur minimale de cette fonctionnelle est l'énergie exacte de l'état fondamental. Pour déterminer l'énergie totale d'un système, il faut résoudre l'équation monoélectronique de Korn-Champ déterminée par cette relation où le potentiel de Hartree et l'interaction entre les électrons, le potentiel extérieur, c'est l'interaction entre les noyaux et le potentiel d'échange et corrélation qui peut être réalisé avec plusieurs approximations comme l'LDA, GGA, BGLDA et MBG-GGA. Après l'apparition de la DFT, plusieurs des méthodes et des approximations étaient développées et mises en point. Donc, elles différent de la potentielle et de la densité de charge et la base sur laquelle la fonction d'onde est développée. Dans ce travail, nous avons réalisé la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées avec un potentiel complète, dit FP l'API. Cette méthode est efficace et non coûteuse et plus applicable à plusieurs familles de matériaux. Donc, cette méthode est divisée en deux régions. La première région, dite la région sphérique, centrée sur les sites atomiques, et les fonctions d'onde sont des harmoniques sphériques, tandis que la deuxième région, c'est la région interstitielle, qui est déterminée par des ondes planes. Pour effectuer nos calculs, nous avons utilisé le code Vienne de K basé sur la méthode FP-LAPI et la théorie de la fonctionnelle de la DFT. Donc, le code Vienne de K comporte deux parties principales. La première partie est celle de l'initialisation et la deuxième partie est nommée le cycle autocohérent, dit aussi le champ autocohérent. On passe maintenant au travail que nous avons réalisé. J'ai choisi de le décomposer en deux parties principales. La première partie présente l'étude de l'influence de changement de Coulomb sur les propriétés structurales, électroniques et magnétiques de calcium sulfide dopé dans toutes les concentrations, tandis que le deuxième travail consacré à l'étude de l'influence de changement de vanadium sur les propriétés structurales, électroniques et magnétiques de calcium sulfide dans toutes les concentrations. Pour le calcium sulfide dopé au chrome, nous avons effectué l'approximation PDE-GGA pour étudier les propriétés structurales, tandis que pour étudier les propriétés électroniques et magnétiques, nous avons réalisé l'approximation MBG-LDA. On commence par l'étude des propriétés structurales. Les figures ci-dessus illustrent la variation de l'énergie totale en fonction de volume calculée en effectuant l'approximation PDE-GGA dans les trois phases magnétiques, ferro et para et antiferro. Donc, il est clair que ces trois composés sont plus stables dans la phase ferromagnétique. Le tableau suivant regroupe les valeurs calculées pour le paramètre de réseau et le module de compressibilité et sa dérivée comparée aux résultats de littérature. Donc, on remarque que le paramètre de réseau serait estimé de 0,3% par rapport aux valeurs expérimentales, mais il est plus proche aux valeurs théoriques. Et on remarque aussi que le paramètre de réseau diminue continuellement avec l'augmentation de concentration de chrome, tandis que le module de compressibilité augmente avec l'augmentation de concentration de chrome. Donc, l'ordre de corrélation sur la maille calcium sulfide augmente sa dureté. On passe maintenant aux propriétés électroniques et on commence par la structure de bande énergétique. Pour chaque composé, la structure de bande dans la direction A présente un caractère métallique, tandis que pour la direction spin-down présente un gap direct autour de nouveau de Fermi. Donc, on conclut que tous ces composés présentent un caractère demi-métallique ferromagnétique avec une polarisation égale à 100%, où le gap énergétique dans tous ces composés présente la configuration spin-down. Le gap énergétique est la distance énergétique qui sépare le haut de la bande de valence de le bas de la bande de conduction, tandis que le gap demi-métallique est la distance énergétique qui sépare le niveau de Fermi de le haut de la bande de conduction. Le tableau suivant regroupe les valeurs calculées pour le gap demi-métallique et le gap énergétique. On constate que lorsque X augmente,
Le gap demi-métallique diminue continuellement, tandis que le gap énergétique diminue quand on passe de 0,25 et 0,50 puis elle répondit pour atteindre la valeur maximale pour x égale à 0,75. Les figures suivantes illustrent la densité d'état total des composés calcium sulfide dopés au chrome dans toutes les concentrations. On note que tous ces composés présentent un caractère demi-métallique ferromagnétique dans lequel la valeur de la densité dans le niveau de Fermi est finie, tandis que dans la direction spin-down est nulle. Les branches supérieures et inférieures de la bande de conduction et de la bande de valence sont peuplées par les états de chrome et les états de P de sulfure avec une faible contribution des états de calcium. Les propriétés métalliques des spins majoritaires au niveau de Fermi résultent une forte hybridation entre les états 3D de chrome avec une faible contribution des états P de sulfure. Les figures suivantes illustrent la densité d'état particelle des densités de composés calcium sulfide dopés au chrome dans toutes les concentrations. Donc d'après les courbes, les états 3D de chrome séparés en deux parties, EG et T de G. Les états EG sont supérieurs aux états T de G à cause de l'environnement hydrique de l'atome de chrome dans la phase roxale. Et les états T décident le moment magnétique local de l'atome de chrome. On remarque aussi une grande différence entre les densités de calcium et de sulfure pour les deux spins où la densité de P de sulfure et les S de sulfure sont plus larges que les états de S de calcium. La partie intermédiaire de la bande de valence est peuplée par les états P de sulfure avec une faible contribution des états S de calcium, tandis que la partie inférieure sont peuplées par les états S de sulfure avec une faible contribution des états S de calcium. On passe maintenant aux propriétés magnétiques. Donc le tableau regroupe les valeurs calculées pour le moment magnétique total et le moment magnétique à chaque atome de chrome et de calcium et de sulfure. Donc la première remarque, il est clair que le moment magnétique total pour tous les composés sont des valeurs entières. Et la deuxième remarque, c'est la réduction de moment magnétique de chrome dans tous les composés, la réduction et l'apparition de petits moments magnétiques sur le calcium et sur le sulfure. Le tableau suivant regroupe les valeurs calculées pour les constantes d'échange. Donc, d'après les signes des constantes d'échange, on constate que entre les états de bande de conduction de calcium sulfide et les états 3D de chrome, le couplage d'échange est ferromagnétique, tandis qu'entre les états de bande de valence de calcium sulfide et les états 3D de chrome, le couplage d'échange est antiferromagnétique. On passe maintenant au deuxième travail dans lequel on s'intéresse à l'étude de l'influence de changement sur les propriétés changement de vanadium sur les propriétés structurales, électroniques et magnétiques de calcium sulfide dans toutes les concentrations, où toutes les propriétés structurales, électroniques et magnétiques a été effectuée en utilisant l'approximation PBE-GGA. Donc on commence l'étude des propriétés structurales par la détermination de la structure la plus stable, donc d'après les courbes, des variations de l'énergie totale en fonction de volume, la phase ferromagnétique et la phase la plus stable, car son énergie est constamment plus faible que celle de la phase paramagnétique. Le tableau suivant regroupe les valeurs calculées pour le paramètre de réseau au module de compressibilité et sa dérivée de calcium sulfide dopé au vanadium. Donc, pour le calcium sulfide pur, la valeur de paramètre de réseau est très proche des valeurs expérimentales rencontrées dans la littérature avec des écarts insignifiants de l'ordre de 2% en plus. Et on remarque aussi que le paramètre de réseau diminue tandis que le paramètre de module de compressibilité augmente avec l'augmentation des concentrations. On passe maintenant aux propriétés électroniques et je commence par une présentation des structures de bandes énergétiques pour deux orientations des spins. Donc pour les spins up, dans cette direction, on a un comportement métallique dans lesquels, en effet, on remarque des bandes énergétiques dans le niveau de Fermi, tandis que pour les spins down, dans cette direction, le matériau est un semi-conducteur présentant dans la concentration 0,25 et 0,50 avec une polarisation égale à 100%, tandis que pour la concentration 0,75, on a un comportement qu'on peut situer entre le métal et le semi-conducteur, car son énergie frôle le niveau de Fermi dans la direction gamma de la première zone de Broglie. Le tableau
suivant regroupe les valeurs calculées pour le gap demi-métallique et le gap énergétique pour le calcium sulfate dopé au vanadium. Donc on constate que lorsque X augmente entre 0,25 et 0,50, il y a diminution des valeurs de gap demi-métallique et le gap énergétique. Ainsi, il y a absence de gap demi-métallique et de gap énergétique pour les composés à haute concentration. Et on remarque aussi la polarisation non-spin égale à 100% pour les composés à faible concentration. Les figures suivantes illustrent la densité d'état total des composés calcium sulfate dopés au vanadium dans toutes les concentrations. Donc, les courbes T2 confirment le caractère demi-métallique ferromagnétique pour les composés à faible concentration. Les courbes T2 confirment le caractère presque demi-métallique ferromagnétique pour les composés à haute concentration. Les branches supérieures et inférieures de la bande de conduction et de la bande de valence sont peuplées par les états de vanadium et les états de sulfure avec une faible contribution des états de calcium. Les propriétés métalliques des spins majoritaires au niveau de Fermi résultent d'une forte hybridation entre les états de 3D de vanadium et les états P de sulfure. Les figures suivantes illustrent les densités d'états partiels des composés calcium sulfate dopés au vanadium dans toutes les concentrations. Donc d'après les courbes, les états 3D de vanadium séparés en deux parties, ici T2G et EG, tandis que les parties EG est supérieure de l'état T2G à cause de l'environnement taille directe de l'atome de vanadium. La partie intermédiaire de la bande de valence sont peuplées par les états P de sulfure avec une faible contribution des états S de calcium, tandis que les états S de sulfure sont existants dans le bas de la bande de conduction avec une faible contribution. Je vais présenter maintenant les propriétés magnétiques des calcium sulfate dopés au vanadium. Donc le tableau regroupe les valeurs calculées pour le moment magnétique total de calcium et de sulfure et de vanadium. Donc la première remarque qu'on peut faire est que les moments magnétiques totales des composés faiblement dopés au vanadium sont des valeurs entières, ce qui n'est pas le cas pour le moment, les composés fortement dopés dans le cas 0,75. La deuxième remarque est la réduction de moments magnétiques de vanadium dans tous les composés et l'apparition de petits moments magnétiques sur le calcium et sur le sulfure qui sont non magnétiques. Le tableau suivant regroupe les valeurs calculées pour les constantes d'échange N0 alpha et N0 bêta. Donc d'après les signes des constantes d'échange, on constate que le calcul de constantes d'échange confirmation le comportement ferromagnétique des composés. Et en dernier, je donnerai une conclusion. Donc l'objectif de notre étude était de l'investigation de la demi-métallicité de calcium sulfate dopé au vanadium et au chrome. Donc pour identifier ce type de matériaux, nous avons calculé leurs différentes propriétés en utilisant le code Vien de K basé sur la méthode FP, la PV et la théorie de la fonctionnelle de la DFT. Donc d'après les résultats de nos recherches, on aboutit sur les conclusions suivantes. Le composé calcium sulfate dopé au chrome dans toutes les concentrations et le composé calcium sulfate dopé au vanadium à faible concentration sont des semi-conducteurs magnétiques dilués présentant le caractère demi-métallique. Ces composés sont des bons candidats pour des applications dans les dispositifs spintroniques. Comme perspective, nous comptons compléter notre étude sur le composé calcium sulfate dopé au chrome et au vanadium par le calcul de leur température de Curie de ces matériaux et reprise des calculs sur ces matériaux mais sous forme des couches minces pour voir si la demi-métallicité reste préservée ainsi que les propriétés. Merci pour votre attention. Merci.